Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la période des examens de fin d'année scolaire. Le coup d'envoi sera donné dès ce lundi 22 mai et ce sont les candidats au diplôme d'études fondamentales qui ouvriront le bal, passez-moi l'expression, conformément donc au calendrier publié en février dernier. Ces examens qui concernent l'enseignement fondamental, secondaire, général, technique et professionnel se poursuivront jusqu'au mois de juillet. Les examens de fin d'année, un moment crucial dans la vie de l'école et un défi pour les autorités scolaires dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'éducation au Mali. Pour en parler sur le plateau de l'invité de la semaine aujourd'hui, le directeur du Centre national des examens et concours de l'éducation, Mamadou Keita, bonsoir. Bonsoir, M. Konaté. Bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, la série donc d'examens de fin d'année débute ce lundi avec le DEF, le diplôme d'études fondamentales. C'est des moments importants, on le sait, dans la vie de l'école. Avec quel état d'esprit est-ce que vous abordez ces échéances? Est-ce que c'est de la sérénité ou plutôt de l'inquiétude ou quel sentiment? Merci bien, M. Konaté. Nous abordons ces moments-là avec beaucoup de sérénité parce qu'il y a eu un énorme travail qui a été abattu en amont et nous pensons que ce travail va donner des fruits qui seront à la hauteur des attentes des Maliens. Mais on dit souvent aux élèves quand même que les examens se préparent dès le premier jour de l'année scolaire. Votre structure qui est en charge de les organiser, quand est-ce que vous commencez à le faire concrètement? Et les examens se préparent dès la fin de ceux qui clôturent l'année scolaire en cours. C'est-à-dire depuis le mois d'août dernier, nous avons commencé déjà à travailler sur l'organisation de ces examens-là à travers l'expression des besoins en matériel. Et l'expression, on a demandé aussi aux différentes structures de nous envoyer à partir du mois de décembre les effectifs. Donc bref, c'est un travail continu qui est là et qui fait en sorte que nous n'avons pratiquement pas de répit. Mais préparer les examens au niveau national, qu'est-ce que cela implique? Quels sont les différents paramètres? Vous savez, c'est une très grosse logistique qui est mise en branle à partir du moment où les dates des examens sont fixées, tant du point de vue des finances que du point de vue matériel. Et ça engage tout le personnel du centre des examens et concours, ça engage tout le personnel du département de l'éducation. C'est vrai, le centre des examens et concours a cette attribution d'organiser les examens, mais à côté, nous avons les autres sortes d'enseignements qui sont concernés, l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, général, technique et professionnel. Donc, c'est toutes ces personnes, tous ces personnels-là qui sont mis à profit, à l'épreuve pour pouvoir mener à bien ces activités Alors, d'examen. monsieur le directeur, vous êtes au crépuscule d'une année scolaire débutée en septembre dernier. Vous aviez l'intention de rattraper un certain retard sur les années scolaires. Cette année vous a-t-elle permis de faire un pas dans cette direction pour éviter le chevauchement des années? Et tout à fait, nous avons connu une année scolaire normale. C'est ce qui nous a poussé à fixer un peu plus tôt les dates des examens. Ça faisait déjà plusieurs années que nous n'avions pas organisé les examens au mois de mai. Mais le caractère normal de l'année nous a vraiment poussé à fixer ces dates-là. Et nous pensons que les années à venir, il en sera ainsi. Année scolaire normale, vous avez dit à la date d'aujourd'hui quel est l'état d'exécution des programmes et autres évaluations, quelle est la situation sur l'ensemble du territoire, est-ce qu'elle est uniforme? Bon, des informations que nous recevons de nos structures déconcentrées, notamment les académies d'enseignement, il ressort que les programmes sont exécutés à hauteur de souhait. Il y en a qui sont à 85%, il y en a qui sont à 90% de taux d'exécution. Et ça fait longtemps aussi qu'on n'avait pas atteint un tel niveau, au niveau par rapport à l'exécution des programmes. De Kayakidal? Le Kayakidal. D'accord. Il y en a qui ont même épuisé complètement leur programme. Alors, vous espérez que d'ici la date des différentes épreuves qui s'étalent jusqu'au mois de juillet, je le disais tantôt, tous les candidats auront reçu la préparation nécessaire pour affronter les épreuves. Nous l'espérons bien, nous l'espérons bien. D'accord, parlons des effectifs, hein, monsieur le directeur. Il se dit que vous avez quand même de forts contingents à plusieurs niveaux cette année. Tout à fait. Et pour ce qui concerne le DEF qui démarre le lundi prochain, nous avons 283 243 candidats. Pour le baccalauréat qui démarre le 19 juin, nous avons 209 814 candidats. Mais si nous prenons l'ensemble des examens du baccalauréat
du diplôme d'études fondamentales, du brevet de technicien première et deuxième partie et du certificat d'aptitude professionnelle, nous sommes déjà à 540 950 candidats. Mais comment est-ce que vous comptez gérer tous ces effectifs? C'est quand même beaucoup, monsieur le directeur. C'est beaucoup, mais comme c'est par ordre d'enseignement et c'est séquentiel, et des dispositions sont prises pour que tout se passe normalement. Oui, mais rien que 200 000 au bac, rien que 200 000 au DF, c'est quand même... c'est pas une équation à votre niveau? Non, pas du tout, parce que nos services sont déjà habitués à de très forts contingents, comme vous le disiez tantôt. Et ensuite, comme je le disais, depuis le mois d'août-septembre, nous sommes déjà un peu au parfum de ce qui va être là à partir du mois de mai comme effectif. Donc les dispositions sont prises à ce niveau. Et c'est l'occasion de rappeler qu'au moment où je vous parle, toutes les dispositions matérielles, financières sont prises pour que les examens puissent se dérouler dans des conditions normales. Alors, mais est-ce que les mauvais résultats, on va les appeler ainsi, de l'année dernière, ont peut-être joué un peu sur le niveau des effectifs cette année, contribué à rehausser les effectifs cette année? Bon, on ne peut pas parler de mauvais résultats de l'année dernière, on peut plutôt parler des résultats objectifs de l'année dernière. Parce que nous pensons que ceux qui ont été admis l'année dernière aux différents examens, ce sont ceux-là qui le méritent. Peut-être qu'il arriverait un moment où on va faire peut-être une petite analyse de voir quel a été leur comportement au secondaire et voir si réellement ces résultats-là reflétaient leur niveau. En fait, c'est des résultats qui reflétaient le niveau des élèves. Nous ne les considérons pas comme mauvais. 20% au bac, 47% au DF, si ma mémoire est bonne, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Cela a contribué un peu à gonfler les effectifs cette année? Bon, certainement, mais il faut reconnaître aussi qu'en 11e, il y avait un effectif assez considérable au niveau des classes de 11e, au niveau de l'enseignement secondaire. Et au niveau de l'enseignement fondamental aussi, depuis la 7e année jusqu'à la 8e année, nous avons des effectifs assez importants. Donc, ils viennent s'ajouter déjà à ceux qui ont échoué. Donc, effectivement, ceci peut expliquer cela. Mais est-ce que vous comptez, vous espérez, on va dire, améliorer ces résultats qui n'étaient pas mauvais selon vous cette année? Bon, nous pensons que les uns et les autres ont tiré les leçons de ce qui s'est passé l'année dernière et qui se sont par conséquent mis au travail parce que c'était là un peu la difficulté majeure à laquelle les élèves ont été confrontés. Et vu sous cet angle, bien sûr, certainement qu'on va améliorer les résultats. Mais il y a des pédagogues qui ont dit aussi qu'il fallait peut-être améliorer les conditions d'apprentissage pour améliorer ce taux. Est-ce que vous l'avez fait cette année? Bon, si vous voyez que nous avons fait une année normale, c'est que quelque part des dispositions ont été prises, des revendications ont été certainement satisfaites. C'est pourquoi nous avons pu faire une année scolaire normale. Alors, venons-en concrètement au premier donc de la série d'examens, l'EDF. Les enfants sont censés être prêts si les programmes ont été dispensés correctement. Mais vous, à votre niveau, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes fin prêts. Parce qu'au moment où je vous parle, tous les confidentiels du DEF se trouvent dans les académies. Toutes les académies sont en possession des confidentiels. Bon, nous les appelons confidentiels des sujets. Voilà, du DEF. Et les CAP aussi, les académies à leur tour ont mis à la disposition des centres d'animation pédagogique ces sujets-là. Maintenant, charge à ceux-ci de les faire acheminer vers les centres. Donc à ce niveau, il n'y a aucun problème. Le matériel de l'examen est sur place, les confidentiels sont sur place. Nous n'attendons que le dernier à 8h pour le démarrage. Les enseignants, l'administration, l'organisation, tout le monde est fin prêt? Tout le monde est mobilisé et c'est peut-être l'occasion pour moi de remercier les collègues enseignants qui ont publié un communiqué hier dans lequel ils ont invité leurs militants à jouer pleinement leur rôle dans le cadre du développement des examens de cette année, notamment à travers une surveillance de qualité pour que les uns et les autres soient à égalité de chances. Alors, le DF, ce sera donc le coup d'envoi, mais quel est le principal mot d'ordre cette année pour la série d'examens qui démarre? Le principal mot d'ordre, c'est de la lutte contre la fraude, toujours, encore et toujours, la lutte contre la fraude. Vous le savez certainement, malgré toutes les dispositions que nous prenons ici et là, il y a toujours quelque part des gens de mauvaises intentions qui sont tapis ici et là, qui essayent de saboter le travail qui est fait en amont. Donc le mot d'ordre, c'est toujours la lutte contre la fraude et à ce niveau, des dispositions aussi sont prises pour pouvoir déceler ces cas de fraude-là et les traiter conformément à la police de surveillance et au règlement des examens. Concrètement, quelles dispositions? Par exemple,
dans le nouveau règlement des examens, il est dit qu'il sera procédé à une fouille corporelle des candidats à l'entrée des centres. Parce que dans un passé récent, il était interdit d'amener les téléphones dans les centres. Nous avons renforcé ce dispositif en disant désormais, on va les fouiller déjà à l'entrée du centre et tout élève sur lequel on prendra un téléphone ou tout autre gadget qui prêterait à confusion, il perd automatiquement le bénéfice de l'examen cette année-là. Nous avons renforcé aussi l'utilisation de nos collègues surveillants. Il est dit dans le nouveau règlement que désormais, les surveillants n'auront pas leur téléphone dans la salle d'examen et ils n'auront à leur possession aucun document à lire. Parce qu'il faut reconnaître aussi, c'était des pratiques qui avaient cours pendant les examens qui contribuaient un peu à entacher la régularité de ces examens-là. Et il y a d'autres dispositions. Cette année, nous avons, dans le nouveau règlement, dans la nouvelle police, on a prévu des superviseurs pour tous les centres. Ces superviseurs auront à leur disposition un formulaire qui vont remplir, qui vont renseigner. Et nous pensons que des renseignements qu'on va tirer de ces formulaires-là, on va essayer d'améliorer davantage le déroulement des examens pour les années à venir. Donc, et les élèves et les surveillants seront surveillés? Tout le monde. D'accord. Même moi qui vous parle, je serai surveillé. Parce qu'on s'est dit, quand vous prenez des dispositions, il faut commencer par soi-même. Et moi, peut-être que si je vais me présenter dans un centre d'examen, bien que je sois le directeur du CNCE, il me faut présenter un ordre de mission en plus de mon badge. Donc l'accès du centre, même pour les superviseurs, est subordonné à la présentation de l'ordre de mission dûment signé par le secrétaire général du département. Alors, monsieur le directeur, vous avez parlé tout à l'heure de fouilles corporelles. On se rappelle, lors des examens de l'année dernière, il y a des élèves qui se sont plaints de fouilles corporelles trop poussées, surtout quand cela est conduit par le sexe opposé. Qu'est-ce que vous en dites? Nous avons demandé à toutes les académies d'enseignement, parce que c'est à ce niveau que le choix des surveillants et des chefs de centre est fait, d'avoir dans chaque centre un certain nombre d'enseignantes qui vont se charger de la fouille corporelle de nos filles. Donc cette année, le problème ne se posera pas. L'année dernière, beaucoup se sont plaints aussi d'une trop grande présence des forces de sécurité dans l'espace scolaire, de quoi en rajouter un peu au stress des candidats. Qu'est-ce que vous répondez? La place des forces de sécurité, c'est devant le centre. Elles n'auront accès au centre qu'à la demande du président des centres. C'est bien clair dans le règlement et dans la police de surveillance. Donc, vous savez, M. Konaté, souvent, quand les choses se passent dans les conditions normales, il y a toujours des gens qui cherchent la petite bête. Peut-être c'est des cas isolés, mais ce n'était pas des cas généralisés. L'année dernière, c'était une situation très bien maîtrisée et nous pensons qu'on va en faire davantage cette année. Donc, on ne changera pas une méthode qui gagne, on va dire, qui porte des fruits. Tout à fait. Alors, certains pays sont passés un peu à la surveillance vidéo pour les examens. Pas vous. Est-ce que cette méthode ne vous convient pas? Donc, vous savez, c'est-à-dire que toute activité, sa réussite dépend des hommes. On peut avoir des caméras ici et là, mais si les hommes qui sont chargés de faire ce travail de surveillance ne sont pas partants pour ce procédé, il va de soi qu'il y ait des problèmes. Pour le moment, comme vous l'avez dit, l'année dernière, nous n'avions pas de caméras, nous n'avions rien, nous avions seulement nos surveillants qui ont fait leur travail dans les conditions normales, dans les règles de l'art, et ça a donné les résultats que tout le monde connaît. Donc nous pensons que la place des caméras pour le moment dans nos centres n'est pas là. Et les enseignantes et les enseignants qui sont choisis pour surveiller les épreuves, nous leur faisons entièrement confiance et nous pensons que si ça continue ainsi, nous n'aurons pas besoin de caméras, même à long terme. Alors, parlons du choix des sujets d'examen. Comment est-ce que cela s'effectue, monsieur le directeur, si ce n'est pas un secret? Vous permettez que je ne puisse pas parler de ça sur votre plateau, parce que c'est un thème très sensible, mais juste pour vous assurer que les sujets sont choisis en fonction de l'état d'exécution d'ensemble des programmes. Donc, aucun sujet ne sera donné qui n'a été vu par les élèves déjà en classe. Donc, je vous le disais, il y en a qui sont à 85% de taux d'exécution, il y en a qui sont à 90% de taux d'exécution. Nous faisons la moyenne, nous disons, voilà, au moins, tous les candidats ont vu cette partie du programme, donc les sujets portent généralement sur ça. Alors, qu'est-ce que vous faites quand même pour garantir la moralité
des choix à ce niveau? Moi qui vous parle, je ne connais pas le sujet. Je ne vis aucun sujet. Mais il y a quelqu'un qui les connaît. Et la personne qui les connaît est choisie en fonction de sa probité morale, en fonction de sa rigueur, en fonction de son sérieux. Et c'est cette personne-là qu'on a mise sur les sujets pour qu'il les choisisse. Et il n'a été secondé que par une autre personne. Donc, il n'y a que 2 personnes aujourd'hui qui peuvent se targuer, en fait, le fait de dire qu'ils connaissent les sujets. Personne d'autre ne le connaît. Nous pensons à ce niveau, parce que l'année dernière, c'était le même dispositif. Ça n'a pas échappé outre mesure à notre vigilance. Nous pensons que cette année, ça va être la même chose, même si le risque zéro n'existe pas. Les fuites de sujets, quand cela arrive, quelles dispositions est-ce que vous prenez concrètement? Quand il y a fuite de sujets, nous prions Dieu que cela n'arrive pas. Mais si ça devait arriver, nous avons des sujets de remplacement immédiatement qui sont mis à la disposition des académies pour suppléer le sujet qui a fait l'objet de fuite. Vous avez relevé dans le passé des cas de fraude. Il y en avait peut-être moins l'année dernière, mais cela a été relevé dans le temps. On ne sait pas quelle suite concrètement a été réservée à ces cas. Est-ce que vous pouvez nous édifier sur cela aujourd'hui? Bon, certains cas de fraude qui ont été révélés, il y en a qui ont fait l'objet de poursuites judiciaires. Le ministère de l'Éducation s'est porté partie civile. Il y a des gens qui ont été condamnés avec sursis. Et il y a un même qui a été condamné à de la prison ferme l'année dernière, à 6 mois de prison ferme. Donc, le nouveau règlement durcit ce dispositif parce que dans son dernier article, il est dit que tout auteur de fraude ou complice sera jugé conformément au code de procédure pénale. Donc nous avons maintenant, parce qu'en faisant du règlement des examens et de la police de surveillance une décision, c'est pour qu'elle puisse être opposable au tiers et que le juge puisse avoir quand même un document sur lequel il peut se baser pour sanctionner les contrevenants. Revenons aux examens concrètement. Ce sont des examens nationaux qui sont censés se tenir sur l'ensemble du territoire national. Le centre, le nord, ça se passe comment? Depuis 4-5 ans maintenant, il est procédé à un déplacement des candidats des zones d'insécurité vers les zones sécurisées. Et le coût est totalement pris en charge par le gouvernement. L'année dernière, le gouvernement a mobilisé à peu près 189 millions pour la prise en charge de ces candidats déplacés. Chaque fois qu'il est avéré que dans telle localité, des problèmes d'insécurité vont se poser et pouvant empêcher le déroulement d'un examen, il est procédé immédiatement au déplacement de ces candidats vers les zones sécurisées. Il y a aussi le fait que nous avons des candidats à Bassikounou, en République islamique de Mauritanie. Ces candidats-là aussi sont pris en charge pendant les examens du DF et du baccalauréat. Dans un camp de réfugiés? Dans un camp de réfugiés à Bassikounou. Alors comment est-ce que cela se passe concrètement? Il y a une équipe du CNCE qui a même quitté Bamako cette nuit-là pour se rendre en Mauritanie avec les sujets. Les surveillants sont choisis sur place. Cette équipe-là va superviser le déroulement de ces examens-là. Elle va ramener les copies et après correction, les résultats seront proclamés et transmis aux autorités mauritaniennes pour diffusion dans le camp de Mbera. Mais vous n'étiez pas là pour dispenser des cours. Comment est-ce que vous allez évaluer? Les cours sont dispensés à ces enfants par des anciens volontaires, mais sur la base du programme malien. C'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi ils composent aux examens du DF et du BAC comme leurs camarades de l'intérieur. Alors et quand ils passent au DF, au BAC, ça se passe comment? Bon, quand ils passent généralement au DF, ils sont orientés comme les autres. Il y en a qui peuvent venir au lycée de Ménaka, il y en a qui sont orientés au lycée de Gaou de Tombouctou. Maintenant, quand ils passent au baccalauréat, ils peuvent s'inscrire dans nos universités. Il y en a aussi qui bénéficient de bourses d'études à l'extérieur, comme les autres enfants qui sont ici à l'intérieur. Oui, mais enfants vivant dans les camps de réfugiés, ça veut dire qu'a priori, les parents y sont. Si vous les orientez ici au Mali, c'est peut-être un problème pour eux. Bon, peut-être que
je ne suis pas la personne la mieux placée pour parler de ça. Voilà, mais je dis quand même qu'ils bénéficient des mêmes avantages et des mêmes droits que les élèves qui sont à l'intérieur ici. Alors, vous avez parlé de déplacement de candidats, des zones d'insécurité s'il le faut. Disons, est-ce qu'à Kidal, par exemple, Ménaka, vous allez avoir des centres d'examen? Si, à Ménaka, nous avons un centre du DEF. À Ménaka, nous avons un centre du BAC. À Kidal, nous avons un centre du DEF. Et à Kidal, nous avons un centre du BAC. Est-ce que cela nécessite des dispositions particulières? Non, pas de dispositions particulières. Les directeurs d'académie qui sont sur place, depuis plusieurs années déjà, s'investissent pour que les examens se passent normalement. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de problème à ce niveau. Parlons d'actualité avec le référendum constitutionnel qui est prévu pour le 18 juin. Vous avez eu des leçons modèles dans les écoles. Alors, ce sujet qui s'invite à l'école, pourquoi est-ce qu'il fallait cela? Bon, peut-être que les uns et les autres qui ne sont pas dans le domaine de l'éducation ont peut-être émis des avis un peu divergents par rapport à cet aspect. Mais pour nous, le problème ne se pose pas. Je m'explique. Aujourd'hui, pour le baccalauréat, nous avons 465 centres sur toute l'étendue du territoire national, de Caille à Kidal, comme vous le disiez. Et l'académie qui a le plus grand nombre de centres, c'est l'académie d'enseignement de Bamako rive droite, qui a 72 centres. Cet aspect, nous l'avons traité à travers la lettre que Mme la ministre a adressée au directeur d'académie. Nous l'avons traité sous deux aspects. Il y a l'aspect personnel. Est-ce que le personnel est disponible pour effectuer les opérations référendaires? Nous avons dit oui. Oui, pourquoi? Parce que le DEF prend fin le 24 mai. À partir de cette date-là, tous les collègues de l'enseignement fondamental seront libres. Donc, il a été demandé au directeur d'académie d'affecter le personnel des enseignements fondamentaux 1, 2 et du préscolaire aux opérations référendaires. Donc, du point de vue du personnel, il n'y a pas de problème. Il y en a qui se sont posé aussi la question de la mobilité de ce personnel. Nous avons dit à ce niveau aussi qu'il n'y a pas de problème. Parce que depuis un certain temps, les présidents des centres et les vice-présidents des centres sont choisis à l'intérieur des académies d'enseignement. Ça veut dire quoi? Le président des centres de BAC de Kati ou bien de Oulessebou est choisi dans l'académie de Kati ou dans l'académie de Kalabankoro. Donc, un chef de centre ne va plus quitter Bamako pour aller à Ségou, Mopti ou ailleurs. Donc, du point de vue mobilité aussi, il n'y a pas de problème. Maintenant, sous l'angle des infrastructures, les gens se sont posés aussi cette question. Nous disons que là aussi, il n'y a pas de problème. Si nous prenons l'académie Rive Droite, qui a 112 centres, il y a lieu de rappeler qu'au niveau de l'académie Rive Droite, nous avons 2413 écoles fondamentales et 334 écoles secondaires. Et l'académie n'a besoin que de 72 écoles pour faire passer le bac. Donc le reste des infrastructures peut être affecté aux opérations référendaires. Donc à ce niveau aussi, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi il a été instruit au directeur des académies d'enseignement de rentrer en contact avec les chefs des exécutifs régionaux et locaux et de mettre à leur disposition toutes les écoles qui ne sont pas concernées par le bac et tout le personnel de l'enseignement fondamental qui n'est pas aussi concerné par le déroulement du baccalauréat. C'est pourquoi nous leur avons dit aussi qu'il fallait afficher dès le mercredi 14 juin la liste des présidents et des vice-présidents des centres. Ce pour voir s'il y a des doublons, s'il y a des gens qui sont en même temps concernés par les bacs et par les opérations référendaires, pour que ceux-ci puissent se signaler et qu'on les remplace. On a aussi demandé à ce qu'on tienne le 15 juin les réunions préparatoires du baccalauréat. Là, c'est pour permettre aux présidents des centres et aux vice-présidents de faire leur procuration le vendredi afin de participer à leur tour par procuration aux opérations référendaires. Donc, vous voyez, l'un mis dans l'autre,
nous pensons qu'il n'y a aucun problème, il n'y a pas empiètement d'une activité sur l'autre. Alors vous répondiez là donc aux inquiétudes concernant la tenue du bac du référendum le jour du jour au lendemain. Moi je posais une question plutôt sur les leçons modèles que vous avez eues dans les écoles par rapport au référendum constitutionnel. Certains ont crié à la politisation de l'école, vous avez entendu ces griefs, qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, on est dans un pays, nous sommes tous des Maliens. Vous ne ferez jamais quelque chose sans qu'il y ait des gens qui puissent se trouver à redire. La Constitution, ça concerne tout le monde. Et l'école est le creuset des futurs électeurs, des futurs élus de demain. Il va de soi et c'est tout à fait normal qu'on commence par l'école afin de faire diffuser ou de dispenser ces leçons modèles-là pour que les uns et les autres s'imprègnent du contenu de cette Constitution-là. Parce que, qu'on se dise la vérité, le plus grand nombre d'électeurs, ça se trouve à l'école. Beaucoup de nos parents qui ont d'autres activités, rarement ils votent. Mais une fois que nos enfants sont imprégnés du contenu de la Constitution, en ce moment, nous pouvons espérer que la dite Constitution ne fera pas l'objet de trop de critiques comme l'ont été certainement celles qui l'ont précédée. Même s'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas quand même en âge de voter dans les écoles. Non, les gens, j'entends ce message-là, je dis non, il faut que les gens se disent une chose. Les leçons modèles ont été dispensées au second cycle et au secondaire. C'est les gens, pour la plupart du temps, qui sont en âge de voter. Mais quand j'entends les gens dire, bon, j'ai rien à faire, je m'excuse, c'est une forme de sabotage. Il faut être là pour savoir que ce n'est pas, c'est contraire à la réalité des faits tels qu'ils se passent sur le terrain, quoi. Monsieur le directeur, on est donc, on va dire, à la veille du lancement donc, de la série d'examens. Quel message est-ce que vous avez aujourd'hui à l'endroit des élèves, à l'endroit du monde scolaire en général? Le message, c'est d'abord à l'endroit de nous-mêmes, parents d'élèves. Il faut que nous évitions à nos enfants les écueils qui vont les amener à perdre le bénéfice d'une année scolaire bien remplie. Il faut que les parents d'élèves, dès le dimanche, répètent à leurs enfants qu'il leur est formellement interdit d'amener les téléphones dans les centres. Nous insistons sur cet aspect. Parce que nous savons qu'il y a des enfants qui vont s'entêter à le faire, mais nous disons aussi, s'ils le font, si il arrive qu'on les découvre, ils sont exclus pour l'examen. Vraiment, j'en appelle au centre de responsabilité des parents pour qu'ils sensibilisent nos enfants afin qu'ils cessent ces pratiques-là. L'autre message, c'est à l'endroit de toute la communauté éducative malienne d'une manière générale, de nous accompagner. Nous accompagner comment ? Ce ne serait pas de la dénonciation ou bien de la délation, mais en fait, de nous tenir informés de toutes pratiques qui vont juger anormales pour nous permettre d'améliorer un peu plus nos pratiques en matière de déroulement des examens de fin d'année. Et remercier aussi les plus hautes autorités. Vous savez, tout le monde connaît les conditions dans lesquelles le pays se trouve aujourd'hui, mais malgré ces conditions extrêmement difficiles, tous les moyens que le centre a demandés ont été mis à sa disposition pour que les examens puissent se dérouler normalement et partout. Donc c'est l'occasion de les remercier et de souhaiter à toutes les candidates et à tous les candidats bonne chance. Alors, on vous souhaite à vous aussi de bons examens. Merci beaucoup. Et nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, M. Keita. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.